j'aurais voulu faire une vidéo sur la notion de genre, qui est une notion qui est très généralement au cœur des polémiques dans l'espace public, mais qui est une notion tout à fait courante en sociologie et utilisée telle quelle parce qu'elle est extrêmement pertinente. Mais dès qu'on la sort de la sociologie, euh, ça fait l'objet de débats, de polémiques, etc. Donc j'aurais voulu essayer de l'expliquer. En deux mots, le genre, c'est le sexe social. Donc on a le sexe, qui sont les différences biologiques entre les hommes et les femmes, et puis on a le genre, et ça renvoie aux différences sociales entre les hommes et les femmes, ou pour être plus précis, entre le masculin et le féminin dans une société donnée, dans une société spécifique. Donc en gros, c'est qu'est-ce que se comporter en tant qu'homme ou en tant que femme dans une société donnée. Qu'est-ce qu'être un homme ou une femme dans une société donnée. Bon, et c'est construit socialement. Alors de nouveau, c'est quand on dit ça excite aussi un peu les passions, mais c'est en fait très très simple à comprendre. C'est que, à l'inverse, les différences biologiques, elles ne sont pas construites socialement parce qu'en fait, elles ne changent pas selon le temps et selon l'espace. Pour donner un exemple simple, si on retrouve une momie de la période égyptienne, c'est assez facile de savoir si c'était un homme ou une femme, d'accord? Parce que ces différences-là ne changent pas tellement. Par contre, les différences euh, sociales, le fait de se comporter comme un homme ou comme une femme, donc le genre, diffère selon les époques, selon les lieux aussi. Donc, ce n'est pas la même chose de se comporter en tant qu'homme et en tant que femme en Belgique, en Amazonie, au Maghreb, au Japon. Ce n'est pas la même chose non plus de se comporter en tant qu'homme et en tant que femme aujourd'hui, au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, etc. Okay, donc, c'est construit socialement, ça dépend d'une société donnée, les différences de genre. Il faut encore l'expliquer concrètement, comment se passe cette construction sociale. Et en fait, ça renvoie à ce qu'on appelle la socialisation, okay, et en particulier la socialisation de genre. Et il y a plein d'études extrêmement intéressantes qui montrent cette socialisation, qui montrent comment la société, les parents, l'école, tout notre entourage, nous apprend à nous comporter comme des hommes ou comme des femmes. Des exemples comme ça, il y en a plein. C'est des études qui sont généralement vraiment fascinantes. J'en ai une ici, elle date de 74, donc de 74 mai. Elle est vraiment intéressante. 24 heures, enfin, dans les premières 24 heures après la naissance, donc dans les premières heures après la naissance. Ah, et on est d'accord que juste les premières heures après la naissance, voir réellement des différences entre un petit bébé garçon et un petit bébé fille, c'est pas toujours évident. Okay, ils ont les petits bonnets là, ils sont mitouflés, ils ont des petits gants, etc. C'est pas facile de voir la différence. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, un couple d'amis qui a eu un enfant, on croise en rue avec l'enfant, et là, on est censé savoir que ça, si c'est un garçon ou une fille parce qu'on a été averti, on a reçu le faire-part, on est censé même connaître le prénom et tout, mais bon voilà, j'ai tout oublié. Euh, et du coup, c'est gênant parce qu'on n'a pas envie de formuler sa phrase en montrant qu'on pense que c'est un garçon alors que c'est une fille ou inversement. Okay, mais en le regardant, on n'arrive pas à savoir. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Donc, dès les premières heures après la naissance, ils s'interrogent les parents et leur demandent de qualifier leur enfant. Qu'est-ce qu'on trouve? Systématiquement, les parents vont qualifier leur petit garçon comme étant déjà grand, costaud, fort, solide, il a des traits marqués, etc. Et leur petite fille comme petite, mignonne, douce, jolie, etc. Okay, alors qu'il n'y a pas de différence très très grande. D'ailleurs, dans l'étude, ils ont bien contrôlé que les différences de taille, donc de grandeur entre les petits garçons et les petites filles dans l'étude, ne variaient pas. Donc, il y a pas les garçons n'étaient pas statistiquement plus grands. Okay, moi, j'ai pu le remarquer très concrètement avec mes propres enfants parce que je connaissais déjà cette étude-là à l'époque et donc j'ai pu l'observer clairement avec les gens qui venaient à la maternité. J'ai un garçon et une fille. À la naissance, ma fille était un peu plus grande que ce que l'était mon fils à la naissance et pourtant, les gens définissaient plutôt mon garçon comme grand, costaud, fort et ma fille comme petit, douce, etc. Alors qu'en fait, à la naissance, elle était plus grande que mon fils, quoi. Donc ça, c'est une étude. Il y en a plein d'autres, plein d'autres. Une autre étude qui montre que, par exemple, le ton de la voix est différent. Donc on s'adresse aux petits garçons avec un ton de la voix plus élevé, plus ferme, plus vigoureux. Et on parle avec une voix plus douce aux petites filles. La manière dont on les tient est différente aussi. On tient les garçons de manière plus énergique, plus vigoureuse. Euh, une autre étude de Hoffman en 77, en 77, les attentes des parents
sont déjà différentes aussi, dès le plus jeune âge, où les parents vont dire qu'ils attendent de leur garçon que plus tard, il devienne indépendant, sûr de lui, ambitieux, travailleur, intelligent. C'est ça les qualités qu'ils voudraient voir chez leur enfant plus grand. Par contre, pour les filles, on espère qu'elles soient gentilles, jolies, etc. Ok. Voilà, ça date de 77, on peut dire, ouais, c'est déjà un peu vieux. Mais bon, après, les gens de mon âge ont été élevés là-dedans, évidemment. Euh, on accepte des choses différemment aussi. On va plutôt accepter des petits garçons qui soient remuants, agités, voire un peu violents. Et des filles, on va plus facilement accepter qu'elles pleurent, par exemple. Et aux garçons, on va leur dire, mais pleure pas comme une fille. Plein de choses. On remarque, par exemple, autre étude de Moss en 67, euh, les parents passent plus de temps à développer le comportement social de leur petite fille, c'est-à-dire le langage, les sourires, etc., et le comportement, les aptitudes physiques de leur petit garçon. Okay. Donc les parents passent plus de temps à susciter le langage, à développer le langage chez leur fille et les compétences physiques chez leur garçon. Okay. Et ça, c'est juste les parents, le premier facteur, le premier lieu de socialisation. Mais je pourrais citer des milliers et des milliers d'exemples. Je ne vous parle même pas des jouets, tellement c'est évident. L'école aussi, très clairement, il y a plein d'études là-dessus. On remarque par exemple que dans les filières scientifiques, les conseils de classe ont plutôt tendance à faire redoubler les garçons, donc ce qui les reste, ce qui les maintient dans la filière scientifique, et les filles plutôt de les réorienter vers autre chose. Et donc, quand je dis c'est vraiment dans les sciences fortes, quoi, par exemple, que ça se passe. Et donc, en fin de secondaire, on a déjà des différences assez marquées, des différences de genre selon les options. Et à l'université, c'est encore plus vrai. Okay, tout le monde sait ça, tout le monde sait à quelle université il y a des facultés plutôt de garçons et des facultés plutôt de filles. Okay. Euh, tout dans la vie quotidienne. J'ai des exemples que j'ai pu observer plein de fois, mais même sur des trucs tout à fait de la vie quotidienne, des alcools. Okay, c'est l'apéro, hop, 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 quelqu'un amène des alcools, il veut servir ou quoi, et il va dire, bon alors, pour les hommes, j'ai tel et tel alcool, et alors pour les filles, par contre, là, j'ai... Ok. Et quand on creuse un peu et qu'on demande à la personne, mais quelle est cette structure qui te fait structurer en fait finalement des alcools féminins et des alcools masculins, ben, ça va être les alcools masculins, c'est fort, sec, des alcools durs, quoi, fort alcoolisés, et plutôt des alcools féminins, ou des alcools, des apéros moins alcoolisés, plus doux, plus sucrés, etc. Okay. Et puis après, on va avoir pour les sauces, pour peu que si c'est un barbecue, et pour peu que les hommes soient plutôt dans le coin de la table et les femmes à l'autre côté, on va mettre ici les sauces pour hommes et ici les sauces pour femmes. Et si on creuse un peu, ben, les sauces pour hommes, c'est les sauces qui sont les plus piquantes, les plus dures, les plus fortes, etc. Et les sauces pour femmes sont moins piquantes, moins épicées, plus douces. On pourrait prendre plein d'exemples comme ça. Et il y a aussi des rappels à l'ordre, okay, parce que si on ne s'y conforme pas à ces différences de genre, parfois le rappel à l'ordre peut être assez violent, quoi, sous forme d'insultes, de moqueries, etc. Et donc, il faut bien comprendre que depuis les premières heures après notre naissance, toute la société contribue à ce qu'on se comporte de telle manière en tant qu'homme et de telle manière en tant que femme. Que donc, il y ait des genres qui soient construits comme ça, socialement, par la socialisation. Alors après, à l'âge adulte, quand on doit tester s'il y a des différences entre les hommes et les femmes, évidemment qu'il y en a. Et quelle est, à votre avis, la meilleure explication des différences hommes-femmes qu'on va trouver à l'âge adulte? Est-ce que c'est la testostérone, enfin, les hormones, les œstrogènes, etc., ou des références à notre cerveau primitif, ce qu'on faisait quand on était dans la jungle, la savane, etc. Ou est-ce que c'est toute cette socialisation qui, chaque heure, depuis notre naissance, nous a amenés à nous comporter de telle ou telle manière? Évidemment que c'est cette explication-là qui est la plus pertinente, la plus explicative. Chaque heure, depuis notre naissance, tout notre entourage, toute la société, les parents, l'école, les médias, euh, les, euh, tout notre environnement nous a amenés à nous comporter, nous a rappelé comment était, qu'est-ce qu'était un comportement masculin et qu'est-ce qu'était un comportement féminin. Et donc forcément, ça explique l'immense majorité des différences de comportement entre les hommes et les femmes. Et le plus souvent, en fait, il faut bien comprendre ça aussi, c'est que ça ne pose pas réellement de problème. Donc, si vous vous y conformez, donc vous êtes un homme, vous avez un pénis,
et des poils plein le visage, et vous vous comportez de manière masculine, comme la société dit que vous devez vous comporter en tant qu'homme et tout va bien pour vous, eh ben, cool, OK, très bien. Et si vous êtes une femme, vous avez un vagin et vous vous comportez de manière féminine, comme la société veut que vous vous comportiez en tant que femme et ça vous plaît, vous êtes bien là-dedans, cool, OK. Et la plupart des gens qui ont du mal à comprendre finalement les questions de genre et cetera, je pense, sont là-dedans, ils sont dans un espèce de rapport d'évidence et leur sexe biologique correspond à leur sexe social et tout va bien, OK. Il y a quand même, je pense, 2, je vais pas dire 2 cas, c'est pas 2 cas, c'est 2 dimensions pour lesquelles ça pose un peu problème. Première chose, c'est quand pour une raison ou une autre, quelqu'un, ne se sent pas bien dans cette image-là. C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont cette personne se perçoit, pour X ou Y raison, la manière dont cette personne se perçoit ne correspond pas à la manière dont la société la perçoit. OK? Ça pose souvent des problèmes parce qu'évidemment, la manière dont la société nous perçoit va correspondre à des attentes de cette société envers nous. Et donc, du coup, s'il y a une différence à ce niveau-là, c'est problématique et ça peut être très, très difficile à vivre. C'est tout à fait évident. L'autre dimension, euh, c'est évidemment, si on comprend bien que chaque heure de notre vie, ok, depuis qu'on est tout petit, la société nous dit comment nous comporter en tant qu'homme et en tant que femme. Et elle dit donc aux femmes qu'il faut qu'elles soient douces, gentilles, mignonnes, fragiles, etc. Et puis qu'après, à l'âge adulte, quand on cherche un leader politique, un chef d'entreprise, un capitaine, un chef d'équipe, etc., on dit, oui, il faut que cette personne-là, elle ait de la poigne, qu'elle soit forte, vigoureuse, solide. Parfois, c'est encore plus évident, on dit, il faut que cette personne ait des couilles. Alors, forcément, les femmes, elles sont tout à fait en droit de dire, mais vous vous foutez complètement de notre gueule ou quoi? Depuis qu'on est toute petite, vous nous dites qu'on doit être douce, gentille, fragile, etc. Et puis quand on arrive à l'âge adulte, vous nous dites, oui, mais non, pour un leader, il faut que ce leader il soit pas doux, fragile, sensible, etc. Mais, enfin, vous foutez de notre gueule. En fait, toute votre socialisation, elle nous exclut de fait de tout un ensemble de postes et d'un ensemble de fonctions, etc. On pourrait développer ça beaucoup plus, quoi. Elles auraient tout à fait raison, évidemment, de dire ça. Okay, et donc, aborder ces questions-là par la question du genre, et donc la question de la socialisation, et après on pourrait pousser, hein, ça on voit aussi à des questions de pouvoir, etc. Et c'est, je pense, la meilleure solution. Ça permet réellement de comprendre les choses, à la fois de comprendre les différences hommes-femmes dans la société, les inégalités hommes-femmes, et tout l'ensemble de revendications des mouvements féministes, entre autres, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a permis de voir un peu plus clair par rapport à cette notion de genre. J'espère que c'était clair. Euh, c'est un espèce de méga résumé d'un cours que je faisais, que je donnais avant en école secondaire. Peut-être que certains élèves qui me suivent encore vont retrouver certains éléments de leur cours dans ce que je viens de raconter ici. Euh, N'hésitez pas à d'abord me dire si ce genre de format vous plaît, d'explication comme ça d'un petit concept que moi j'utilise dans ce que je fais, dans ce que j'écris. Euh, et puis aussi si ça peut servir à quelqu'un, si vous pensez que quelqu'un devrait vraiment bien mieux comprendre ce que c'est la notion de genre et son intérêt, n'hésitez pas à lui partager, à lui envoyer. Voilà, un tout grand merci. Ciao.